72e lettre de Sénèque à Lucilius. Tu me soumets une question où je voyais clair tant je savais toute l'affaire par cœur. Mais il y a longtemps que je n'ai fait travailler ma mémoire. Aussi répond-elle mal à mes appels. Il m'est advenu, je m'en rends compte, ce qui advient au livre dont la moisissure colle le rouleau. L'esprit a besoin qu'on le déroule, et que l'on revoie de temps en temps les choses que l'on y a mises en dépôt, de manière à les trouver prêtes chaque fois que le besoin l'exigera. Pour le moment donc, différons la consultation. Elle requiert trop de soins et une application trop minutieuse. Dès que je pourrai me promettre un séjour un peu plus long au même endroit, je prendrai en main l'affaire. Il est en effet des sujets sur lesquels on peut écrire fût-ce en cabriolet. Certains demandent le lit d'études, le loisir, l'isolement au bureau. Ce n'est pas qu'on ne soit tenu de faire œuvre sérieuse, même en ces journées d'occupation mondaine, voire tout le long de ces journées. Immanquablement, en effet, se produiront à la file des occupations nouvelles. Nous les semons. Une seule en fait pousser plusieurs, et puis on s'accorde soi-même des délais. Quand j'aurai terminé ceci, je me mettrai à l'œuvre de toute mon âme, se dit-on. Ou bien, si je puis arranger cette ennuyeuse affaire, l'étude aura tous mes instants. Ne renvoyons pas aux heures de loisir la philosophie. En faveur de la philosophie, faisons-nous du loisir. Nous devons, négligeant tout le reste, nous accrocher à cette science pour laquelle le temps est trop court, même si la vie se prolonge, après les années d'enfance, jusqu'aux bornes les plus reculées de l'existence humaine. Autant vaut, en quelque sorte, rompre commerce avec la philosophie qu'en interrompre l'étude. Elle ne se maintient pas, sachons-le, au point où on l'a laissée. Tout comme un ressort qui, tendu à l'extrême, rebondit en arrière, elle revient à son point de départ, n'étant plus soumise à une pression continue. Il faut se défendre contre les occupations, ne pas les déployer en série, mais leur faire vider le terrain. Non, point d'instant mal propice à cette philosophie dont dépend notre salut. Pourtant, combien de gens oublient de s'y livrer dans les conjectures mêmes qui en motivent l'étude? Il surviendra quelque empêchement? Non, ce ne sera pas un empêchement pour celui dont l'âme demeure en toute l'affaire gaie et allègre. Une sagesse encore imparfaite ne connaît que des gaietés entrecoupées. La joie du sage est d'une seule pièce. Nulle cause, nul coup de fortune ne peut la rompre. Toujours et partout, il est calme. C'est qu'il est indépendant à l'égard de ce qui vient d'autrui et n'attend de faveur ni de la fortune ni de l'homme. Sa félicité lui vient de son chez-soi, comme on dit. Elle s'en irait de son âme, si elle venait de quelque part. Elle naît en lui. De temps à autre, lui vient du dehors quelque chose qui lui rappelle qu'il n'est qu'un homme, mais l'atteinte est légère et n'entamera que l'épiderme. Je veux dire, telle ou telle incommodité l'effleure, mais le souverain bien qui est en lui subsiste immuable. Je le répète. Du dehors proviennent des incommodités, comme sur un corps qui garde entre-temps robustesse et résistance. Se produisent sur lui des éruptions de pustules et de clous. Le mal est sans racine profonde. Il existe, dirais-je encore, la même différence entre le sage consommé et celui dont la sagesse progresse, qu'entre l'homme sain et l'homme qui, sortant à peine d'une grave et longue maladie, prend pour de la santé un retour moins marqué des accès. Ce dernier, s'il n'y prête attention, voit bientôt son état s'aggraver et retombe dans la maladie. Le sage, lui, ne peut retomber, ni même tomber malade. C'est pour le corps que la santé n'est qu'un état temporaire. Le médecin même qui la rétablit ne la garantit pas. Souvent, on le rappelle auprès de celui qui l'avait fait venir. La santé de l'âme se restaure d'un seul coup, intégralement. Voici selon moi comme il faut entendre la santé de l'âme.
Celle-ci se suffit à elle-même. Elle a confiance dans ses forces. Elle sait que tout ce que réclament les mortels en leur veut, que toutes les grâces qui se demandent et qui s'accordent ne sont d'aucun poids pour le bonheur. Ce à quoi peut s'ajouter quelque chose est imparfait. Ce dont on peut retrancher quelque chose n'a pas la perpétuité, l'éternité. Si l'on veut jouir d'une allégresse perpétuelle, il faut la puiser en soi. Tous les avantages après lesquels le vulgaire va, bâillant, ont leur flux et leur reflux. La fortune n'accorde rien en toute propriété. Il est vrai que ces dons fortuits ont aussi leur charme, à partir du moment où la raison les règle et les mélange avec mesure. C'est elle qui confère du prix même à des avantages extérieurs dont notre avidité trouve la jouissance insipide. Attal recourait volontiers à cette comparaison. Tu as bien vu un chien guettant gueule ouverte les bouts de pain ou de viande que lui lance son maître. Tout ce qu'il attrape est tout de suite avalé tel quel, et il demeure béant, dans l'espérance du morceau qui va venir. La même chose nous advient. Nous attendons, et tout ce que la fortune nous jette, nous l'engloutissons sans le savourer, aussitôt sur le qui-vive, l'esprit anxieusement tendu vers la conquête d'une autre proie. Au sage, cela ne saurait advenir. Il est rassasié. Même s'il lui survient quelque commodité, il la prend ou la laisse, sans s'inquiéter. L'allégresse dont il jouit est totale, ininterrompue, et ne lui vient que de lui-même. Certes, d'autres ont pour eux leur bonne volonté, leur progrès, qui les laisse pourtant bien loin au sommet, mais ils ne cessent alternativement de descendre et de monter. Ils se soulèvent jusqu'au ciel, puis retombent à terre. Peu éclairés et inexpérimentés comme ils le sont, ils se voient condamnés à d'interminables culbutes. Ils s'abîment dans le chaos des piqûres, dans le vide illimité. Il est une troisième classe, celle des hommes qui louvoient dans les parages de la sagesse. Ils ne l'ont pas atteinte, mais elle est vue, et pour ainsi dire, apportée. Ils ne sont plus dans la bourrasque, ils ne dérivent pas non plus. Sans être sur la terre ferme, ils sont déjà dans le port. Ainsi donc, puisqu'il y a de telles différences des premiers aux derniers, puisque la classe intermédiaire elle-même est encore exposée au flottement qui la caractérise, à l'immense danger d'un retour à un état pire, ne transigeons pas avec les vaines occupations, barrons-leur la porte. Une fois entrées, elles en attireront d'autres auprès d'elles. Opposons-nous à leurs premières entreprises, mieux vaudra les voir ne pas commencer que d'avoir à y mettre fin.